Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le vendredi 5 juin 2020, bienvenue dans À l'air libre. Salut Fabien, comment ça va? De quoi tu nous parles aujourd'hui? Salut Valentine, ça va? Écoute, on continue à chroniquer la drôle de campagne des municipales et on va partir à Paris aujourd'hui avec mes camarades Manuel et Lucie du service politique qui vont nous aider à y voir plus clair. À tout à l'heure, Fabien. Moi aussi, j'accueille un camarade dans la première partie de l'émission, Yann Philippin, pour nous parler de son enquête sur le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, un ministre, il y a 2 ans encore, qui était chef des pilotes d'une compagnie aérienne luxembourgeoise qui ne payait pas en France les cotisations sociales de ses pilotes qui y vivent. On retrouvera donc Yann Philippin. Des nouvelles ensuite mauvaises du Brésil. Le virus continue à beaucoup circuler. Bolsonaro est de plus en plus fragilisé, notamment à cause de sa mauvaise gestion de l'épidémie. Et puis Woodkid est dans À l'air libre, rien que pour nous, il joue au piano Goliath, un titre à retrouver dans son prochain album à paraître bientôt. Je vous donne les 2 adresses où vous pouvez toujours nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre numéro 54, c'est parti et on boucle cette semaine d'émission largement consacrée aux violences policières, à l'identité noire et au racisme dans la police. Ton parti pris, Edoui? Oui, Valentine, le racisme nous étouffe. I cannot breathe. Cette phrase est aujourd'hui le cri de ralliement de toutes les manifestations de par le monde, et notamment aux États-Unis et en France, contre les crimes racistes, contre les violences policières dont sont victimes les personnes racisées. I cannot breathe, ce fut la dernière phrase d'Eric Garner le 17 juillet 2014, avant de mourir par l'immobilisation par étranglement que lui a imposé un policier new-yorkais. I cannot breathe, ce furent les mots répétés par George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis, alors qu'il était étouffé pendant plus de 8 minutes par un policier qui lui avait mis le genou sur le cou. Je n'arrive plus à respirer. Ce furent les derniers mots aussi d'Adama Traoré le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, alors qu'il subissait un plaquage ventral par des gendarmes dont il finira par mourir. Ils sont américains, il est français, mais ils ont en commun tous les trois d'être noirs de peau. Oui, le racisme nous étouffe. Il empêche la société de respirer, de s'épanouir, d'avancer. Et il nous concerne tous, que nous en soyons victimes ou non. Car c'est une machine de guerre contre l'affirmation de la volonté populaire. C'est le cheval de Troie de sa dépossession, de sa soumission, de sa division. En désignant des boucs émissaires, en autorisant des discriminations, en créant des hiérarchies au sein de l'humanité, en légitimant des violences, il ouvre la voie au poison de l'inégalité naturelle à raison de l'apparence et de l'origine. Il ouvre la voie à une remise en cause générale de l'égalité des droits. Tous les crimes contre l'humanité, tous les désastres, et notamment la catastrophe européenne du siècle dernier, ont commencé par cette idéologie-là, par la tolérance, par l'accoutumance à cette idéologie-là. Notre histoire en témoigne. C'est l'histoire de l'esclavage, où l'on a mis en servitude les populations africaines pendant si longtemps. C'est l'histoire de la colonisation, où l'on s'est imposé chez d'autres peuples et mis des populations en leur déniant les droits au nom d'un statut de l'indigénat. C'est l'histoire de l'extermination des peuples premiers, et pensons aux Indiens d'Amérique. C'est l'histoire de la course à l'impérialisme, des pouvoirs guerriers, des puissances nationalistes. C'est l'histoire faisant retour sur notre continent même de l'antisémitisme et de la construction du juif comme un être inférieur, comme un être que l'on s'est autorisé à tuer, à assassiner en masse. Toute tolérance avec le racisme est ainsi un pas de plus vers la catastrophe. Toute acceptation, silence, indifférence, négation des crimes racistes, et d'autant plus s'ils sont commis par des représentants de la loi et de l'ordre, précipite l'avènement de pouvoirs autoritaires remettant en cause la liberté et les droits fondamentaux.
C'est ainsi que, loin d'être un combat annexe aux enjeux démocratiques, sociaux, écologiques, l'antiracisme en est le ressort universel, car il proclame le refus intraitable des idéologies inégalitaires. Pour nous, à Mediapart, c'est un combat vital, comme s'il en allait de notre vie. Car comment continuer à respirer si le racisme nous étouffe ? Merci Edoui, ton parti pris est à lire sur Mediapart, tout comme de nombreux articles sur le sujet, comme notre reportage à Toulouse sur une manifestation contre les violences policières, un documentaire également à regarder sur notre site sur l'itinéraire d'adolescents qui veulent faire reconnaître des violences policières, et puis encore notre enquête dont on parlait hier dans L'air libre, en partenariat avec Arte Radio sur des policiers en roue libre dans leur expression la plus raciste, antisémite, homophobe et sexiste. Et tout de suite, les tracas luxembourgeois d'un membre du gouvernement. Et pour parler donc de ces tracas luxembourgeois, j'accueille Yann Philippin. Salut Yann. Salut Valentine. Tu es journaliste au service enquête de Mediapart et tu signes avec Antoine Rouget cette enquête sur Jean-Baptiste Djebbari. Alors Jean-Baptiste Djebbari, il est secrétaire d'État au transport. C'est un ministre qui est très médiatique, qu'on a beaucoup vu sur les plateaux, notamment pendant les grèves contre la réforme des retraites. Un ministre jeune, 38 ans, qui monte. De métier, il est pilote et contrôleur aérien. Et avant d'être ministre, il était chef des pilotes de la compagnie aérienne luxembourgeoise Jetfly. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le problème, c'est que Jetfly n'est pas particulièrement exemplaire, même pas du tout exemplaire sur le plan fiscal. Oui, tout à fait. Ce qu'on a découvert, c'est que Jetfly fait ce qu'on appelle du dumping social, ou si vous voulez, le dumping social, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la même chose que l'optimisation fiscale, mais pas sur les impôts, sur les cotisations sociales. Vous savez, ces prélèvements qu'il y a sur nos salaires, qui sont payés à la fois par les entreprises et par nous, par les employés, c'est la différence entre notre brut et notre net. Et cet argent, il sert à quoi? Il sert à financer les retraites, il sert à financer les hôpitaux, le système de santé. Donc, dans le contexte du Covid, c'est quand même de l'argent dont on a énormément besoin. Et que fait cette société Jetfly? C'est qu'elle a un tiers de ses pilotes qui sont français, qui habitent en France. Elle a plus de 40% de son trafic en France. Et malgré tout, ces pilotes français qui habitent en France, ils ne sont pas affiliés à la Sécu française. Il n'y a aucun euro de cotisation sociale qui rentre dans les caisses de l'État. Et au lieu de ça, ils sont affiliés au Luxembourg. Pourquoi? Parce que les cotisations sociales, ils sont beaucoup moins chères qu'en France. Donc, c'est un peu comme aller dans un paradis fiscal, mais pour éviter le paiement des cotisations sociales. Et alors, comment dire, vous avez découvert que Jetfly devait payer des cotisations sociales en France parce que des pilotes de Jetfly étaient établis en France, en faisant tout un tas de calculs pour démontrer que c'était un pays important pour Jetfly. Je voudrais qu'on voit une carte qui est produite dans l'enquête, que tu nous l'expliques et que tu nous expliques comment tu es arrivé à 41, un peu plus de 41% des escales faites en France par Jetfly. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour cette enquête, on a fait de la data enquête, c'est-à-dire à partir des données. On a pris tout simplement sur 3 mois et demi l'intégralité des vols de cette compagnie, qui est une compagnie d'aviation d'affaires, des jets privés, enfin des avions privés. Et sur 3 mois et demi, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que, alors là, cette carte, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce qu'on voit que, vous voyez, le Royaume-Uni, c'est 15% des vols sur 3 mois et demi. Et il y a des pilotes là-bas, et ils payent leur cotisation sociale. En Grande-Bretagne, ils sont affiliés à la Sécu britannique. Vous avez la Suisse, 16% des vols, même chose. Il y a des pilotes de la compagnie de Jetfly sur place, et eux, ils sont affiliés de façon normale à la Sécu suisse. Et on a la France, qui est de très loin le pays le plus desservi, 41% des vols. Par ailleurs, on a démontré qu'un tiers des pilotes y vivent de la compagnie, et c'est 41% des escales. Et par contre, là, les gens ne sont pas affiliés à la Sécu française, ils sont affiliés à la Sécu luxembourgeoise, alors que c'est seulement 3% des vols, alors même que 2 autres pays, l'Angleterre et la Suisse, où il y a moins de vols qu'en France, où il y a moins de pilotes qui y habitent, dans ces pays-là, les pilotes sont affiliés à la sécurité sociale locale. Donc c'est cette carte et ces données qui démontrent que c'est bien un système d'optimisation fiscale très agressif, qui vise tout simplement à éviter de payer les cotisations sociales en France en localisant administrativement les pilotes au Luxembourg. Alors, Jean-Baptiste Djebbari, lui, il était chef des pilotes, c'est ça? Tout à fait.
C'est quoi ce poste? Est-ce que ça le met au centre de beaucoup de choses? Est-ce qu'il pouvait ignorer? Est-ce qu'il vous a répondu sur ça? Parce que j'imagine que vous l'avez contacté. Nous l'avons évidemment contacté, ainsi que la société. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que déjà, Jean-Baptiste Djebbari se désolidarise de ce montage dans ses réponses. Il dit, voilà, il ne fait aucun commentaire sur ce montage. Il a même refusé de nous dire s'il estimait que ce montage était légal ou non. Sa ligne de défense, c'est de dire, je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, ce qui est absolument exact, c'est qu'il n'a pas créé ce montage. La compagnie l'avait créé avant qu'il arrive en 2016. Il nous dit aussi qu'il n'en était pas juridiquement responsable, car ça ne relevait pas de lui, ça relevait de la direction générale. Ceci étant dit, il était tout de même au cœur de ce montage, car il était directeur des opérations aériennes, c'est-à-dire chef des pilotes qui étaient concernés par ce montage. Alors, c'est-à-dire que lui, il pilotait les opérations aériennes, il pilotait notamment la sécurité des vols, mais ce qu'on a démontré et ce que la compagnie a confirmé, c'est qu'il lui arrivait de participer aux entretiens de recrutement des pilotes, donc qui étaient recrutés sous contrat luxembourgeois et à la sécu luxembourgeoise, qu'il lui arrivait aussi de gérer, de s'occuper des plannings des pilotes. Donc, de deux choses l'une, soit il savait et il a participé, soit il dit qu'il savait pas, il nous a pas dit qu'il savait pas, et c'est quand même très étonnant qu'il se soit pas posé de questions, dans la mesure, d'une part, où il y a eu beaucoup d'affaires. Attends, juste, il vous a pas dit qu'il ne savait pas? Ah non, à aucun moment il ne dit qu'il ne sait pas. Sa seule ligne de défense, facile à dire. C'est de dire, oui, et c'est ça, il ne dit pas que le montage est légal. Ça aussi, il aurait pu dire, bah, écoutez, j'assume, tout va bien. Et pour ça, il nous a dit, voyez avec la compagnie. Moi, je ne veux pas m'exprimer sur la légalité de ce montage. Et il dit simplement, ce montage, je n'en étais pas responsable. J'étais un simple salarié, certes cadre haut placé, mais j'étais un simple salarié et je n'en étais pas responsable. Alors, ce qui est aussi extrêmement curieux, ce qui peut faire sourire et rire jaune, c'est que Jean-Baptiste Djebbari, au même moment, lorsqu'il travaillait pour cette compagnie très peu vertueuse, était aussi expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris sur les sujets de lutte contre le travail illégal ou dissimulé. Le travail dissimulé, c'est sous certaines conditions, hein, encore une fois, ce serait éventuellement à la justice de dire si ce montage est légal ou non. C'est-à-dire si c'est seulement de l'optimisation ou si c'est un peu plus que ça c'est pas à nous de l'établir, c'est à la justice. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jean-Baptiste Djebbari, qui était le chef de tous ces pilotes qui ne payaient pas leurs cotisations sociales en France, dont l'employeur ne payait pas les cotisations en France et eux non plus, il était expert judiciaire en travail dissimulé. Or, si jamais, et le travail dissimulé, c'est ce qui recouvre éventuellement cette situation. Ce qui veut dire qu'il était parfaitement placé, parfaitement bien placé et expert pour évaluer si, selon lui, ce montage était dans les clous ou pas. Et malgré ça, alors qu'il était expert judiciaire lorsqu'il était en poste, aujourd'hui, il nous dit qu'il refuse de se prononcer sur le fond de ce montage. Quand même très intéressant de voir un secrétaire d'État qui a défendu le modèle social français via la dépense de la réforme des retraites, en rendant hommage à tous les salariés du transport public pendant la crise du Covid, de voir qu'il était au cadre d'une compagnie dont le but était le dumping social, c'est-à-dire qui a mis en place un système pour priver de recettes, justement, notre système de santé et notre système de retraite. La deuxième chose, c'est la contradiction entre le discours de Jean-Baptiste Djebbari et ce que faisait son ancien employeur. C'est-à-dire qu'il nous a répondu qu'aujourd'hui, l'une de ses priorités en tant que secrétaire d'État au transport, c'est de faire de l'harmonisation sociale en Europe, c'est-à-dire d'harmoniser les législations pour que ce genre de dumping social ne soit plus possible. Et donc, finalement, il revendique aujourd'hui une ligne politique qui est exactement à l'inverse de ce que faisait la compagnie aérienne dont il était le chef pilote. En tout cas, on peut s'étonner qu'un expert judiciaire n'ait pas posé de questions ou davantage de questions à son employeur, qui est la compagnie aérienne, qui était la compagnie aérienne Jetfly. Merci Yann Philippin d'être passé dans À l'air libre. Ton enquête, donc sur le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari, est à lire sur Mediapart, une enquête co-signée avec Antoine Rouget. À bientôt Yann, salut. Salut Valentine. Et on part au Brésil.
C'est l'un des pays où la pandémie de Covid-19 a fait le plus de morts et surtout, cela ne semble pas près de s'arrêter, pas même près de ralentir. J'accueille Jean-Mathieu Albertini. Salut Jean-Mathieu. Salut. Tu es à Rio de Janeiro, tu es passé plusieurs fois dans l'air libre et à chaque fois pour donner des nouvelles plutôt pessimistes et nous parler d'un président totalement hors sol. Est-ce que ça a changé en mieux? Refaisons un bilan ensemble. Où en est la situation sanitaire au Brésil? Alors, ça n'a pas du tout changé en mieux, c'est la catastrophe, hein. On a passé les 34 000 morts déjà et le nombre de morts quotidiens continue d'augmenter. Donc, mercredi, il y a eu un nouveau record de décès et hier soir, ce record a été battu avec 1473 victimes en 24 heures. La courbe continue de croître, hein. Il n'y a aucun signe de ralentissement et comme le montre cette une du journal de Folha de São Paulo, il y a un mort par minute. Alors, ils ont écrit un texte avec une sorte de petit chronomètre à côté, et à la fin du texte, il y a écrit « Pendant que vous lisiez ce texte, un Brésilien est mort du coronavirus ». Ensuite, le texte recommence. Donc, puis on l'avait évoqué la semaine dernière, c'est le flou total, hein, parce que le Brésil teste très peu. Le ministère annonce des tests depuis 2 mois, mais on ne voit rien sur le terrain. Pour vous faire une idée, depuis le début de la crise, donc il y a 2 mois, le Brésil a testé 1 million de personnes. À Wuhan, en Chine, ils ont fait 6 millions de tests en 2 semaines. Et puis le taux de contamination moyen au Brésil, il est de 1,92, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors, juste pour faire un rappel, si le taux de contamination est supérieur à 1, le virus circule activement. Mais c'est une moyenne, hein. Sur la carte, on voit qu'il y a des coins avec des taux à 5,63 dans le centre du pays ou à 4,88 dans l'état de Rio Grande do Norte. C'est-à-dire que dans ces coins-là, chaque malade contamine 5 ou 6 personnes. D'ailleurs, dans la capitale de l'État de Rio Grande do Norte, c'est un État qui est en faillite financière déjà, le système de santé vient de s'effondrer. Vu la situation, personne n'est capable de prévoir le pic de l'épidémie. Et pourtant, on parle déjà de réouverture alors qu'il n'y a jamais eu de confinement réel. À Rio de Janeiro, par exemple, où les cas sont en augmentation, la mairie commence déjà à réouvrir. Mais c'est Bolsonaro qui pousse à la réouverture et à une vie similaire à un temps de paix, je dirais. Oui, il s'est toujours opposé au confinement. Donc les gouverneurs et les maires, ils se sont retrouvés tout seuls en fait face aux nombreuses pressions qui poussent à la réouverture. Donc, en fait, la pandémie, Bolsonaro, il ne semble pas la prendre au sérieux. Ça ne semble pas vraiment l'intéresser, hein. En début de semaine, il y a une admiratrice qui lui a demandé à la sortie du palais présidentiel un petit mot pour les familles endeuillées par le coronavirus. Et vous allez voir que sa capacité de compassion est assez limitée. Ah oui, effectivement, il a pas l'air très, très atteint et très compassionnel. Mais ce genre de phrase, ça lui coûte forcément politiquement, enfin, on imagine. Bien, oui et non. Il y a un chercheur avec qui j'ai parlé pour écrire un article là, qui devrait sortir sous peu. Lui, en fait, il m'a dit une phrase assez fataliste, hein. Le Brésil, c'est une société très violente. Donc, les Brésiliens sont du coup habitués aux phénomènes socio-violents, tout spécialement quand ça concerne les plus pauvres ou les Noirs, et comme c'est le cas actuellement. Donc, ça révolte finalement assez peu de gens. Par contre, ça a clairement joué dans l'accélération de la crise politique. Il y a pas mal d'alliés de Bolsonaro qui ont senti que c'était le bon moment pour s'éloigner du gouvernement. Ils ont senti que le vent tournait, quoi. Et donc, ce mouvement a affaibli Bolsonaro. Et une personnalité politique affaiblie au Brésil, c'est une personnalité politique qui s'expose judiciairement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les ennuis s'accumulent pour Bolsonaro. Donc je vous la fais en très rapide, mais en plus de ses fils et d'alliés qui ont des soucis avec différentes institutions judiciaires, il y a 3 grosses menaces. Donc premièrement, il y a le tribunal suprême qui cherche à déterminer si les accusations d'ingérence dans la police fédérale faites par son ancien ministre de la Justice sont avérées. Deuxièmement, il y a le tribunal suprême électoral qui doit statuer sur plusieurs actions, dont l'une liée à un réseau de fake news et à l'envoi massif de messages WhatsApp pendant la campagne. Ça peut aboutir à l'annulation de l'élection. Et enfin, il y a une bonne trentaine de demandes d'impeachment qui sont sur la table du président de la Chambre des députés qui peut décider de lancer une procédure à tout moment. Du coup, je te repose la même question que la précédente fois. Est-ce que Bolsonaro peut tomber ? Mais ça va dépendre de l'équilibre politique, en fait. Pour éviter ça, Bolsonaro, on l'avait évoqué la dernière fois, Bolsonaro, il offre des députés
disons, idéologiquement flexible pour le défendre. C'est une technique classique ici pour les gouvernements en difficulté. Si cette alliance tient, ça peut le tirer d'affaire parce que ces députés sont suffisamment nombreux pour à la fois bloquer le procès au tribunal suprême et bloquer les demandes d'impeachment. Techniquement, ils ne peuvent pas bloquer les actions du tribunal supérieur électoral, mais ce tribunal, il a malgré tout besoin d'un soutien politique fort pour pouvoir aller de l'avant. Le problème pour Bolsonaro, c'est que ces députés ne sont pas du tout fiables. Ils peuvent l'abandonner dès qu'ils sentent le vent tourner. Donc, du coup, le but pour le président, c'est de montrer qu'il est largement soutenu. Pour le moment, les sondages montrent qu'il a toujours une base fidèle, mais c'est une base qui s'émousse de manière constante. Et ça, c'est une nouveauté inquiétante pour lui. Tout ça est à prendre avec des pincettes, parce qu'avec la pandémie, les sondages sont encore moins fiables que d'habitude. Là encore, je vous passe les détails, mais disons que les instituts de sondage ne fonctionnent plus que par téléphone, donc ça biaise pas mal les données. Par contre, il y a un autre thermomètre qui est aussi totalement biaisé, mais que Bolsonaro utilise beaucoup. Il s'agit de Twitter. C'est un réseau sur lequel il a longtemps dominé les interactions. Et là, il est en perte de vitesse. Donc ça l'inquiète profondément. Il y a toujours une base solide. Les évangéliques, notamment, continuent à le soutenir dans leur grande majorité. Mais il y a une vraie inflexion. Et ça, le président le sait. C'est pour ça qu'il se radicalise de plus en plus. En fait, il essaie de galvaniser sa base la plus extrémiste, qui est aussi la plus fidèle. Et alors, on entend parler de coup d'État, d'insurrection. Est-ce que c'est quelque chose qui est crédible ? Bolsonaro, il pense qu'il y a des communistes partout, qu'il y a un grand complot contre lui. Tout ça, ça sert sa rhétorique, mais c'est pas uniquement de la rhétorique. Il est profondément paranoïaque. Quand il était député, à chaque fois qu'il voulait monter dans sa voiture, il regardait toujours en dessous pour être sûr qu'il n'y avait pas une bombe. Du coup, j'ai interrogé pas mal de gens pour savoir si les menaces qu'il lançait étaient crédibles. En gros, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'il faisait ce genre de menaces pour intimider les autres pouvoirs. Ça peut faire peur à des députés qui voudraient faire pression pour lancer des procédures d'impeachment, par exemple. Mais on m'a aussi dit que s'il était au pied du mur et qu'il avait cette possibilité, il essayerait. Bolsonaro n'a aucun attachement à la démocratie. Le problème pour lui, c'est qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions autoritaires. Par exemple, l'armée, le président sous-entend qu'il aurait le soutien de l'armée au cas où, à ses yeux, le pouvoir judiciaire essaierait de le renverser. Mais si l'armée soutient son gouvernement, puisqu'elle en fait partie, rien ne montre que ce soutien est inconditionnel. À quelques exceptions près, les ministres issus de l'armée ne sont pas des bolsonaristes fanatiques. Les plus extrémistes sont des généraux de réserve et qui ne sont plus si influents au sein de l'armée. Et puis l'armée, en fait, elle participe et appuie son gouvernement, mais elle n'a aucune envie de se lancer dans une aventure insurrectionnelle. Les militaires, à la base, ils voulaient diriger le pays, mais ils avaient besoin d'une légitimité démocratique. C'est ce que leur a offert Bolsonaro. S'ils décident maintenant de se lancer dans une aventure antidémocratique hasardeuse, les militaires n'ont plus vraiment besoin de lui ni de cette alliance, quoi. D'autant que s'il tombe, c'est le vice-président qui va assumer, et le vice-président, c'est un militaire. Donc, ils sont assurés de rester aux commandes. Après, ils ne vont pas comploter contre lui. Tant qu'il reste populaire, les militaires vont continuer à l'appuyer. Donc, pas vraiment de risque insurrectionnel? Alors si, parce qu'il y a une crise dramatique, une crise économique dramatique qui s'annonce. Et ça va faire chuter la popularité de Bolsonaro. Et c'est là que tout va s'accélérer au Brésil. Alors, acculé, Bolsonaro, il pourrait bien nier la réalité du rapport de force et tenter de déstabiliser la démocratie, quoi qu'il en coûte. Donc, il y a un vrai risque, mais c'est plus via l'action de milices armées formées par des partisans radicaux et surtout par des policiers. Alors, parce que, en fait, Bolsonaro, il associe énormément son image à l'armée, parce que c'est vendeur politiquement au Brésil, mais il a réussi à se rapprocher de l'armée que très récemment. Avant, les généraux, ils le méprisaient. Bolsonaro, en fait, il est beaucoup plus proche de la police militaire et de ses dérives miliciennes. Et là encore, il s'en sert pour intimider, mais ce n'est pas que du bluff. Les policiers militaires le soutiennent massivement, et s'il est difficile d'imaginer un soulèvement national, parce que chaque État a sa police avec ses spécificités propres. Par contre, il y a clairement une minorité de policiers ultra radicalisés et ultra violents qui pourraient agir comme milice, s'attaquer à des opposants
pendant que d'autres les laisseraient faire, quoi. En février, il y a eu une grève de policiers militaires dans le Ceará qui a été organisée par des policiers bolsonaristes. Le Ceará, c'est un État du nord-est du pays, et ça a démontré la puissance de pouvoir de déstabilisation de la police militaire. Eh ben, c'est intéressant tout ça. D'ailleurs, on va te lire ce week-end, Jean-Mathieu, dans un dossier consacré au Covid en Amérique latine, avec les articles de nos correspondants au Mexique et en Argentine également, donc sur les conséquences de cette épidémie de Covid-19. Merci Jean-Mathieu, tu nous appelais donc de Rio. À bientôt. À bientôt. On accueille quelqu'un qu'on aime beaucoup ici et qui nous fait le plaisir de nous jouer rien que pour nous au piano un titre de son prochain album. Woodkid est dans À l'air libre et interprète Goliath, en écho au moment particulier que nous avons éprouvé, car il parle de responsabilité individuelle et collective dans la création du monstrueux et dans la façon de le vaincre, dixit l'auteur Woodkid. À l'air libre continue de chroniquer la drôle de campagne des municipales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Paris, où la maire sortante, Anne Hidalgo, est bien partie pour se succéder à elle-même grâce à des listes d'union de la gauche. Face à elle, deux candidates au profil original, Agnès Buzyn pour La République En Marche et Rachida Dati pour Les Républicains. On va parler de ces deux candidates et de leur campagne avec mes camarades de Mediapart, Manuel Jardineau et Lucie Delaporte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Fabien. Alors, on va d'abord commencer par la campagne d'Agnès Buzyn, avec toi, Manuel, cette ancienne ministre de la Santé, qui a quitté son poste au plus fort de l'épidémie, avec une campagne qui restera sans doute dans les annales des campagnes ratées. Manuel, avant qu'on parle de l'entre-deux tours, rappelle-nous dans quelles circonstances Agnès Buzyn est devenue candidate et a obtenu une troisième place finalement assez modeste quand on sait l'audience que pouvait espérer La République En Marche dans une ville comme Paris. Agnès Buzyn, elle arrive dans une campagne qui est déjà assez dégradée. Il faut juste se souvenir qu'en 2017, La République En Marche a obtenu 12 circonscriptions sur 18 dans Paris, auxquelles on peut ajouter une élue MoDem et un élu Agir. Donc, il faut une razzia à Paris en 2017. Donc, ils partent quand même dans la campagne parisienne avec une grande confiance. Mais tout commence mal. Il y a déjà les investitures avec la dissidence de Cédric Villani, qui va présenter des listes dans tous les arrondissements, des listes dissidentes de LREM. Il y a la campagne de Benjamin Griveaux. Le fameux mathématicien. Voilà, le fameux mathématicien qui se présente dans le 14e arrondissement. C'est Benjamin Griveaux qui quitte son poste de porte-parole du gouvernement pour devenir le candidat officiel, qui commence une campagne très compliquée. On se rappelle par exemple qu'il avait été beaucoup moqué puisqu'il voulait déménager la gare de l'Est, qui était une proposition sortie du chapeau. À l'époque, ses équipes étaient au courant de rien. Et voilà, tout ça patiné déjà, et il se trouve qu'il y a le scandale de la diffusion de la vidéo à caractère sexuel le concernant, et qui l'oblige en 24 heures à retirer sa candidature. Et à ce moment-là, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, alors que l'épidémie de Covid-19 commence à toucher la France, est désignée candidate, et on la voit d'ailleurs partir du ministère de la Santé en larmes. On se demande ce que ça veut dire. On le saura un petit peu plus tard, après le premier tour catastrophique, où elle se confiera notamment au Monde en disant que tout ceci est une mascarade, qu'elle n'a pensé à l'épidémie, elle n'a pensé qu'à l'épidémie pendant sa campagne, et que tout ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà. Alors effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. On voit d'ailleurs s'afficher une phrase que j'avais repérée dans cet article. Elle dit « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous ». Donc ça, c'est ce qu'elle dit dans cet entre-deux tours confiné. Et puis cette semaine à la télévision, c'est pas tout à fait le même discours qu'on a entendu. On va l'entendre face à Jean-Jacques Bourdin. C'était il y a 2 jours, il me semble. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie. Et donc, je ne savais pas si elle arriverait, quand elle arriverait,
quelle serait son ampleur, quelle serait sa gravité. Voilà, donc avec des déclarations pareilles, il y a quand même un problème de crédibilité de la candidate, au point qu'on se demande même, enfin la question a été posée, est-ce qu'elle allait être candidate ou pas? Comment est-ce que le pouvoir, parce qu'il s'agit quand même de Paris, comment est-ce que le pouvoir exécutif macronien a géré cette situation, gère cette situation, et qu'est-ce qu'en pensent ces colistiers? Quelle remontée tu as eue, Manuel? Ce que je crois et ce que j'ai compris, c'est que beaucoup à La République En Marche attendaient d'elle-même, elle renonce au deuxième tour. Ça aurait été un peu catastrophique pour eux de l'exclure et de le faire d'une manière autoritaire. Mais ils espéraient jusqu'au dernier moment qu'elle décide d'elle-même, compte tenu effectivement de l'image extrêmement dégradée qu'elle a, des revirements, des mensonges, des fausses vérités autour de l'épidémie et de son départ du ministère de la Santé. Ils espéraient qu'elle ne reprenne pas le flambeau, chose que finalement elle a faite sous un mode extrêmement de victime en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, assez étrange pour aller conquérir une ville comme Paris. Je rappellerai juste que son premier message aux militants quand elle a décidé de se représenter pour le deuxième tour, c'est un mail où elle écrit « J'ai besoin de vous ». C'est pas Paris qui a besoin d'elle ou il y avait rien sur le projet, c'est aidez-moi. Et donc c'est un peu en mode aidez-moi aujourd'hui, c'est que chaque tête de liste fait campagne dans son arrondissement. On m'a dit qu'il leur avait même été proposé de pas forcément mettre le nom d'Agnès Buzyn sur leur tract et profession de foi s'ils le désiraient. Donc chacun est dans son couloir en espérant de faire le meilleur score possible ou le moins pire possible plutôt. Et avec elle, bon voilà, qui sort les rames. Hein. Je reprendrai juste pour terminer ce que me disait un des cadres dirigeants du mouvement il y a 2 jours. Il me dit, dans la campagne à Paris, on a coché toutes les cases qu'on ne devait pas cocher. Donc ils savent très très bien aujourd'hui qu'ils vont vers la catastrophe totale. Ok, bon, c'est un bon résumé, une bonne formule. Alors, j'évoquais aussi celle qui finalement est la principale adversaire d'Hidalgo, c'est Rachida Dati pour les Républicains, qui n'a pas manqué de relever les faiblesses d'Agnès Buzyn, donc la candidate en 3e position. On va écouter ce qu'elle dit de Buzyn sur le même plateau de Jean-Jacques Bourdin. Ça, c'était hier, et puis ensuite on en parle avec Lucie. Monsieur Bourdin, vous n'avez pas été frappé hier, pas un mot pour les Parisiens. Pas un mot pour le personnel soignant, pas un mot pour les victimes, pas un mot pour les malades, pas un mot pour effectivement de compassion, d'empathie. Elle n'était que sur elle-même. Moi, je suis choquée quand elle dit « Je suis très heureuse de pouvoir m'expliquer ». Vous l'avez reprise d'ailleurs sur ce terme. Nous, on n'est pas heureux. Voilà, on vient d'entendre Rachida Dati qui va fort contre Agnès Buzyn. Lucie, un petit bilan rapide quand même du premier tour. On a assez peu parlé des performances électorales tellement la période était à la crise sanitaire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des résultats qu'a obtenu Rachida Dati, qui avait concentré quand même pas mal d'attentes, et quelle stratégie elle mène en ce moment en fonction de ces résultats? D'abord, on peut dire qu'il y a eu sans doute un petit témoin médiatique autour de la campagne de Rachida Dati, parce qu'elle venait de très loin, parce qu'En Marche, a priori, était annoncé vainqueur depuis très longtemps à Paris. Et en fait, au soir du premier tour, les résultats sont aussi assez décevants pour elle, parce qu'elle arrive certes juste après Hidalgo, mais avec 22% des voix. Elle sait que de toute façon, elle va devoir nouer des alliances avec En Marche si elle veut espérer gagner la capitale. Donc c'est quand même des résultats décevants et qui lui imposent de renouer le dialogue avec des maires LR qui sont des piliers historiques de la droite, mais qui avaient lentement dérivé vers En Marche ces derniers mois. Et donc, la grande difficulté pour elle, ça a été de renouer ce dialogue, alors que des noms d'oiseaux avaient été échangés, alors que le climat n'était pas très très serein quand les échanges ont commencé. Et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi un échec, puisque finalement, à part dans le 5e arrondissement, il y a finalement aucune alliance.
Oui, alors peut-être on peut revenir sur ce fameux 5e arrondissement, parce que alors là, il y a l'air d'avoir une grosse confusion, c'est-à-dire que la maire sortante, qui s'appelle Florence Berthou, c'est ça, est revendiquée, sa loyauté est revendiquée à la fois par Agnès Buzyn et par Rachida Dati. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Oui, on arrive à une situation assez tragicomique hein, dans le 5e, qui est quand même, on peut se rappeler que c'était l'arrondissement de Tibéri, qui est un arrondissement acquis à la droite depuis très très longtemps. Florence Berthou, c'est une maire qui est très implantée, qui est aussi un pilier de la droite. Hein, elle fait partie de ces piliers de la droite qui se sont ralliés à En Marche il y a un an. Mais voilà, donc quand même tout l'entourage est chez LR. Donc on aurait pu penser effectivement que le dialogue allait se faire un peu plus simplement, que la fusion était acquise. En fait, voilà, ça a été très compliqué là tous ces derniers jours. Alors finalement, ils sont arrivés à une fusion. Mais on voit bien que Agnès Buzyn continue à dire que Florence Berthou est sa candidate, alors même que voilà, sa liste a fusionné avec elle. Et Florence Berthou ne se précipite pas non plus pour dire qu'elle n'est plus En Marche, parce qu'elle sait aussi que l'électorat du 5e arrondissement est quand même très très proche du centre et encore assez macroniste. D'accord, donc on verra comment elle se comporte une fois au Conseil de Paris. Un dernier mot quand même sur les équilibres, c'est-à-dire que tu évoquais tout à l'heure un peu voilà, la petite écume médiatique qu'il y avait autour de la candidature de Dati. Il y avait une petite musique qui disait aussi qu'elle allait faire des percées dans l'Est parisien plus populaire, même si tout est relatif. Bon, ça a l'air plutôt raté aussi, c'est-à-dire que là, on retrouve une géographie à Paris hyper classique, avec une droite qui fait ses scores surtout dans l'Ouest parisien, le plus aisé, le plus conservateur. C'est ça, c'est vrai que Dati avait surpris en menant une campagne de terrain, et notamment dans l'Est parisien, dans les quartiers populaires du Nord-Est parisien, où en général la droite ne va jamais parce qu'elle sait que c'est des arrondissements perdus pour elle. Ce qui était frappant quand on la suivait en campagne, c'était de voir aussi sur le terrain un accueil parfois chaleureux dans les rues, voilà. On a pu être trompé d'ailleurs par ça, parce qu'on voit bien qu'il suffit pas voilà, qu'on fasse des selfies avec vous sur un marché, qu'on vienne lui taper dans le dos pour qu'on vote pour elle. En fait, ces scores dans les arrondissements 11e, 19e, 20e sont extrêmement décevants. Et ce que me disait un conseiller de Paris, c'est que finalement la droite, voilà, qui arrive divisée, si on considère qu'En Marche se positionne aussi sur ce terrain-là, va disparaître complètement de l'Est parisien. Alors, question à tous les deux, en redonnant peut-être en premier la parole à Manu, peut-être pour expliquer un peu mieux pour celles et ceux qui n'ont pas suivi toute la vie politique parisienne, pourquoi, au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu d'alliance entre LR et LREM à Paris, puisque après tout, alors certes ça a été dénoncé à Lyon, mais ça s'est fait à Bordeaux, ça s'est fait à Strasbourg. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est des questions de personnalité, d'histoire? Manuel, il me semble que Stanislas Guerini, là, le numéro 1 des LREM, a dit ah, ça c'est une ligne rouge. Pourquoi? Ils justifient ça comment? Je crois que c'est vraiment aussi la personnalité de Rachida Dati. Hein. Elle est bien que le président Macron, semble-t-il, parle beaucoup à Nicolas Sarkozy ces dernières semaines et ces derniers mois, elle incarne quand même cette droite qui est un peu un épouvantail pour LREM. Et en revanche, je crois qu'au fond, ils auraient beaucoup aimé avoir ces accords-là dans un certain nombre d'arrondissements. Mais il fallait qu'il y ait des contreparties qu'a demandé Rachida Dati, d'ailleurs, et qu'ils n'ont pas voulu lui offrir. Donc d'où voilà, cette impossibilité d'avoir un accord. Je pense qu'il y a une deuxième chose, cette ligne rouge, elle est aussi très spécifique à Paris, c'est que l'électorat parisien au départ de La République En Marche est globalement en majorité, ou en tout cas en une bonne moitié, composé d'anciens socialistes. C'est-à-dire, c'est aussi un électorat qui vient de la gauche. Et
aujourd'hui, moi, ce qu'on me dit, c'est que beaucoup d'élus, beaucoup de militants auraient auraient même préféré un accord avec Anne Hidalgo, ou en tout cas appellent en sous-main à voter Anne Hidalgo. Ils se sentent plus proches du projet, de la personnalité d'Anne Hidalgo que d'Agnès Buzyn. Donc tout ça, mis bout à bout, avait pour conséquence une impossibilité de toute façon d'avoir cet accord avec la droite parisienne, qui est quand même une droite qu'on disait conservatrice, une droite qui fait pas beaucoup de cadeaux. Lucie, là-dessus. Oui, alors c'est vrai je suis totalement d'accord avec Manuel. Elle a mené une campagne se revendiquant du sarkozysme. Elle a eu des propos très très durs, Rachida Dati, sur les migrants, qui serait un des principaux problèmes à Paris. Enfin, je pense que ça peut être un repoussoir aussi pour les électeurs d'En Marche. Mais alors sur la question des accords, puisque quand même les négociations étaient allées très très loin, Agnès Buzyn avait envie effectivement de sauver les mairies du 9e et du 5e en obtenant le retrait des listes LR. Mais ce que dit l'entourage de Dati, c'est qu'en face, ils proposaient des choses pas du tout à la hauteur, c'est-à-dire des arrondissements de l'Est où de toute façon LR n'avait aucune chance, et pas des accords dans le 12e et 14e qui sont des arrondissements décisifs pour gagner Paris. Donc voilà, là aujourd'hui, Rachida Dati communique beaucoup en disant j'ai pas besoin d'alliance, moi je suis dans la clarté, mais en réalité, l'alliance a été tentée, elle a été négociée jusqu'à ces derniers jours et elle a échoué. C'est aussi simple que ça. Très bien. Un dernier mot, Manuel, tu évoquais un peu le chemin de croix à la fois de LREM et d'Agnès Buzyn dans cette campagne. Il me semble qu'au niveau non plus local mais national, il y a des échéances assez lourdes qui se présentent face à elle. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, effectivement, ce chemin de croix risque de s'intensifier, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire qu'il y a la commission d'enquête parlementaire sur la crise sanitaire qui vient d'être créée à l'Assemblée nationale dans la suite de la mission d'information. Et évidemment, elle pourrait être, y compris au moment de la campagne, être convoquée par cette mission d'enquête pour qu'elle éclaire sur son rôle pendant la crise, ou en tout cas avant la crise proprement dite. Après, il y a certainement en ce moment des discussions sur est-ce qu'on adoucit un peu à l'Assemblée le regard sur elle et on attend l'élection, ou est-ce que on y va fort, sachant que la commission, si elle est présidée par une LREM, le rapporteur général est Éric Ciotti, et un LR pur et dur, et qui pourrait avoir envie d'interférer dans cette campagne parisienne. J'ajouterais aussi qu'elle a été très durement mise en cause il y a quelques jours par un rapport sénatorial sur l'accident de l'usine Lubrizol. Vous vous rappelez cet incendie à Rouen, sur le suivi des mesures sanitaires. C'est un rapport dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est extrêmement dur sur sa gestion de la suite de l'incendie. Et puis je rajoute une dernière chose qui est plus locale, mais Lucie en parlait sur l'un des arrondissements quand même qui est très important à Paris, le 14e. Elle se retrouve avec Cédric Villani, qui a pu se maintenir, c'était la seule liste qui avait dépassé les 10%, et qui se maintient face à la liste Buzyn, dont fait partie Marlène Schiappa, notamment. Donc tout ça mis bout à bout, ça promet en tout cas encore un mois de campagne qui risque d'être extrêmement difficile pour elle. Ouais, Lucie, un dernier mot peut-être là-dessus, sur ces arrondissements qu'a cité Manuel, c'est-à-dire est-ce que la droite craint non seulement de ne pas gagner d'arrondissement, mais peut-être même d'en perdre, ce qui permettrait à Hidalgo, pour le coup, de réussir, pas un vrai grand chelem, mais en tout cas d'avancer encore la couverture territoriale de Paris?
Oui, tout à fait, parce qu'il y aura des triangulaires dans le 9e et le 5e qui sont quand même aujourd'hui des bastions de la droite. Et c'est vrai qu'ils risquent de basculer à gauche, ce qui serait quand même un peu une catastrophe pour la droite parisienne. Et le 12e et 14e, là, de toute façon, ça s'annonce pour eux très très mal, enfin pour la droite très très mal. Mais si le 9e et le 5e basculent, oui, c'est clairement un net recul pour la droite. Très bien, écoutez, je vous remercie tous les deux pour ce point sur les municipales à Paris. On vous retrouvera sûrement pour évoquer d'autres cas de figure dans cette campagne qu'on suit également dans À l'air libre. Et je vous remercie, à très vite. Et maintenant, je vous propose de regarder la nouvelle vignette des Déconfinotes. Tu m'entends ? Ouais. T'as vu, il y a France Culture, ils font un week-end Harry Potter. Ah ouais, ils vont gentrifier Poudlard. Moi je vais suivre quand même, parce que le samedi matin c'est l'émission de Finkielkraut, donc je me demande ce qu'il va dire, et j'ai peur qu'il défende les mange-morts, tu vois. C'est bizarre en même temps de demander à Finkielkraut son avis sur Harry Potter. C'est comme si on demandait, je sais pas, à Véronique Jeunesse ton avis sur les violences policières. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est passé un peu sous les radars des médias la semaine dernière. Ouais, c'est le virus, là, le truc avec un nom de bière, là, le Hogarden virus. Non, je parle de l'arrivée en fanfare de Jean-Luc Mélenchon sur Twitch. Ah, il faudrait peut-être expliquer Twitch parce qu'on est quand même sur Mediapart et je suis sûr que même il y a des journalistes qui l'ont pas. Twitch est une plateforme qui permet de diffuser des directs. À la base, ça servait aux gamers pour streamer du jeu vidéo. Mais maintenant, on y trouve des talk shows et même un peu de politique. Et voilà, du coup, regardez qui débarque. Toc toc toc, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mélenchon, j'ai 2-3 choses à vous dire, est-ce que ça vous intéresse? Alors, non, ça m'intéresse pas, quick, vous coupez, vous en allez. Bon. Y a beaucoup de gens qui ont vu arriver ça sur Twitch et qui sont restés. Ils étaient en moyenne en même temps 20 000 personnes à regarder Jean-Luc, essayer d'interagir avec son chat. J'ai donc vous en face, là, c'est une caméra avec 3 pieds, et puis j'ai 2 écrans. D'un côté, celui qui me représente ce que vous sans doute devez voir vous-même, par exemple, vous pensez quoi du fait que votre... Bon, c'est parti. Ah non, on m'a dit que si je tourne la roulette dans l'autre sens... On voyait qu'il galérait un peu quand même. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu m'as raconté? Ah oui, d'accord, faut d'abord que j'appuie, pardon. Bon, comme vous le voyez, il est pas tout seul, hein, il a une petite équipe pour l'aider à organiser ce truc-là. Et puis, Antoine, qui est de l'autre côté de l'écran et qui fait le singe derrière, pour me faire rire, parce qu'il a fait un pari avec les autres et il croit que je le sais pas. Et Antoine, c'est Antoine Léaumont qui s'occupe de la com numérique de Mélenchon depuis un moment. Et tu l'as donc interviewé pendant 2 heures, alors qu'on a un format de 5 minutes. Oui, mais c'était intéressant parce que je me demandais vraiment ce qu'il venait foutre sur Twitch, quoi. À la base, c'est pas son univers, c'est pas des choses qu'il connaît, ça fait pas partie de son univers, mais il a l'avantage d'avoir une curiosité énorme sur tout ce qui permet d'avoir une expression libre. Ouais, mais pour ça, il avait déjà YouTube. Ça apporte quoi, Twitch? Attends, on y vient, je vais la rentabiliser, mon interview. C'est un site qui est de plus en plus fréquenté. Je crois qu'on arrive pas loin du top 20 dans les sites en France. Et je pense, mon intuition est que c'est un public spécifique qui n'est que là. Je considère Twitch comme un endroit où, en tout cas, des gens peuvent découvrir Mélenchon et avoir le même réflexe, se dire « Punaise, c'est pas ce qu'on m'en a dit, quoi ». Les gens qui sont sur cette plateforme-là, eux aussi, ils ont un avis. Et cet avis ne peut être constitué que par soit ce qu'on leur en a dit sur Twitch, soit ce qu'ils en ont découvert dans un autre endroit, mais jamais par la personne elle-même. Ce que tu veux dire, c'est qu'il est nécessairement médié. Est-ce que ça veut dire Exactement. que du coup, l'horizon indépassable d'une bonne communication politique, c'est par exemple se passer des journalistes? Je dirais pas ça. Je dirais que il faut savoir dire dans chaque cadre ce qu'il est possible de dire qui va dans ce que tu espères dire. C'est un peu compliqué, mais... Ouais, mais c'est quand même pratique quand il n'y a pas de journaliste, parce que du coup, c'était Mélenchon qui parlait tout seul, alors qu'il aurait pu dialoguer, je sais pas, par exemple, avec d'autres streamers de Twitch. Figure-toi qu'il croule sous les propositions. Vice a publié il y a un mois un article qui se demandait si le Twitch français était de droite. Et en effet, il y a pas mal de streamers qui, politiquement, sont plutôt clairement situés à droite, dont par exemple le fameux Sardoche, qui s'est proposé de débattre avec Mélenchon. Bonjour, je suis le représentant de ce que la plèbe appelle la droite sur Twitch. Je serais ravi d'organiser un débat avec vous. T'as vu
vu, il met des guillemets à la droite, mais il en met pas à la plèbe. Hein. C'est vraiment très droitix, ça. Ouais, et j'avais vu les réponses des internautes à sa proposition, bah même parmi ceux qui l'aiment bien, ça tourne quand même beaucoup autour de Mélenchon, il est plus fort que toi en débat. Par exemple, il y a Gab qui dit « Je t'adore, mais tu survivras pas ». Ou encore Je vais sauter qui dit « Je t'apprécie plutôt bien, mais t'es clairement pas à la hauteur ». Bah à la limite, je pense que Sardoche, il peut battre Jean-Luc à League of Legends. D'ailleurs, il va jouer à des trucs, Jean-Luc? Je sais pas. Enfin, tu vois, il va pas se mettre à jouer à League of Legends, c'est pas possible parce que ça fait pas partie des choses, des raisons pour lesquelles on est là. Mais du coup, il laisse League of Legends à des gens de droite comme Sardoche? Ah bah bravo la gauche. Non, parce qu'il y a quand même le député France Insoumise Hugo Bernalicis qui lui aussi a ouvert sa propre chaîne Twitch. Et lui, il joue vraiment à League of Legends, hein. Sa chaîne s'appelle Députwitch et il a une grosse épée. Ah bah lui, il faut qu'il joue contre Sardoche alors. Sardoche est chaud. Ouais, non, on va oublier Sardoche. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et Antoine, il me disait aussi que du coup le live c'était intéressant parce que ça servait à générer plein de mèmes. Tu sais, des gens ils découpaient des petits bouts de Mélenchon et après ils les réutilisaient dans des conversations et tout, donc ça renforce sa présence en ligne. Donc ouais, au global ça a vraiment été une vraie réussite ce live. Ouais bon heureusement nous on se fait pas avoir, hein. Même si on est dans le cœur de cible, comptez pas sur nous pour entrer dans votre petit jeu, hein. Faites attention avec la communication politique. Bon allez, au revoir. Au revoir. Merci Usul et Cotentin. Fabien, à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous. Je vous rappelle l'adresse où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.